La suspension de la réforme des retraites ne sera pas non financée. C'est le message que font passer les ministres, dont le premier d'entre eux. Oui, mais comment ça va se passer? Qui va payer pour la suspension? C'est ce qu'on va tenter de mettre au clair avec vous, Mathieu Plane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Le gouvernement finalise son plan de financement et les retraités actuels, ceux qu'ils seront en tout cas en 2026, sont ceux qui vont payer, en tout cas supporter cette suspension par un manque à gagner. Oui. Alors d'abord, il faut regarder un peu les contours de la mesure et son coût. Effectivement, il y a un coût budgétaire à cette suspension, avec une montée en charge progressive. C'est-à-dire que la suspension, elle est faite pour 2026-2027. Et donc, il y a un manque à gagner. On a vu plusieurs coûts pour des estimations de coûts pour 2026, quelques centaines de millions d'euros. Oui, alors c'est difficile à calculer. C'est vrai que c'est des mesures un peu complexes. On parle de quelques centaines de millions d'euros pour 2026 et autour d'1,5 milliard. Pour 2027, il y avait un moment 3 milliards qui circulaient aussi. Donc, on voit qu'il y a quand même un petit flou budgétaire déjà. Mais c'est fait pour être suspendu sur 2026-2027, et donc il y a une discussion, est-ce que c'est suspendu ou décalé. Voilà, là on est quand même en réalité plutôt sur un décalage, si on considère qu'il faut boucher le trou sur 26-27. Parce que s'il y a une suspension, le manque à gagner serait bien supérieur à ça, parce qu'il faut savoir que les effets pleins de la réforme des retraites sont plutôt à 2035. Avec un rapport de la Cour des comptes, quand il y a eu la mission Flash, qui dit que, par exemple, si on maintenait à 63 ans l'âge légal de la retraite au lieu de 64 ans, le manque à gagner pour les retraites serait autour de 6 milliards. Donc on est sur des montants qui sont beaucoup plus élevés. Et puis ça, c'est l'effet direct, parce que vous avez plus de retraités. Oui, 6 milliards par an, du coup, de dépenses supplémentaires liées aux retraites. Et le fait que vous avez moins de cotisants aussi. Mais il y a aussi un autre effet, et qui est même supérieur à celui-là, qui est un effet indirect, qui est sur la croissance potentiel, c'est-à-dire que si vous avez un âge légal qui est inférieur d'1 an, du coup, vous avez moins de seniors en emploi et vous avez plus de retraités. Qui ne cotisent pas, oui. Voilà, donc vous avez moins d'emplois globalement et moins d'heures travaillées. Et donc ça, c'est un effet sur la croissance potentielle. Et moins de croissance, en fait, à long terme, c'est aussi moins de recettes fiscales. Et là, le manque à gagner est de 7 milliards. Donc ça veut dire que l'enveloppe, on voit qu'on parle, et c'est là où c'est compliqué, c'est que pour 2026, on va parler éventuellement de quelques centaines de millions, mais si elle est suspendue, vraiment, cette réforme, à 2035, c'est plutôt 13 milliards qu'il faut trouver. Donc là, on voit que le débat budgétaire, il va se porter vraiment sur le court terme, sur 26 et 27. Oui, parce qu'en fait, le gouvernement ne se préoccupe en tout cas de ce qui vient pour l'année directement qui vient. Donc son problème, c'est 2026. Les pensions vont être gelées et on prévoit qu'elles soient sous-indexées en 2027. Alors c'était moins 0,4 dans moins 0,4 points dans le projet initial. Ce serait moins 0,9, c'est ce qu'avancent les Échos. Ce serait énorme. En fait, c'est un peu, avec une inflation à 1%, ce qu'on a un peu en ce moment, c'est finalement une non-indexation. C'est sur 2027. En fait, sur 2026, il est censé avoir une année blanche déjà, donc un gel des pensions qui devrait concerner l'ensemble des retraités. Donc il n'y a pas une mise à contribution supplémentaire des retraités pour 26. Pour 2026, je crois que c'est surtout une contribution exceptionnelle, enfin une cotisation supplémentaire sur les mutuelles. Oui, on va parler aussi. Voilà. Mais pour 27, et vous avez raison, 27, en fait, ça serait une sous-indexation. C'est compliqué, parce qu'il y avait déjà l'idée de sous-indexer de 0,4% pour redresser les comptes publics, et dire, là, en fait, si vous ne faites pas la réforme des retraites, il faut faire encore plus de sous-indexation, et au lieu de faire 0,4, vous enlevez encore 0,5, vous faites 0,9 points. Alors, le truc, c'est que pour 2027, la prévision d'inflation est un peu plus élevée. Elle est à 1,75 en fait. Et donc, vous avez 1,75 moins 0,9, voilà, 0,85. Donc, ça fait une petite revalorisation, mais à la fin, c'est les retraités, effectivement, qui payent ces sous-indexations. Et en fait, ça va vite sur les masses de retraite, parce que vous avez plus de 300 milliards de retraites publiques plus complémentaires. Et donc, à chaque point économisé, vous avez 3 milliards. Et donc, la moitié d'un point, en gros, ça fait 1,5 milliard. Donc, le compte y est. Et donc, c'est vrai que l'ajustement, il se fait là sur les pensions de retraite. Donc oui, les retraités vont payer. Également, les complémentaires santé. Ça, c'est une taxe qui était déjà prévue, mais elle est nouvelle. Est-ce qu'on peut expliquer le principe, justement, de cette taxe ? Cette taxe, c'est de prendre de l'argent là où les complémentaires en ont, et comme elles en ont peut-être un peu plus que le régime public de sécurité sociale, il y a un effet de transfert.
en disant qu'en fait la Sécu prend en charge une grande partie des dépenses. Et que du coup, le reste à charge, c'est plutôt sur les complémentaires, et que du coup, les complémentaires, eux, finalement, se retrouvent dans des situations qui sont, entre guillemets, plus favorables, et donc l'État dit, du coup, on compense et on vous taxe un peu plus. Alors, ce qui pose des problèmes, parce qu'aujourd'hui, avec l'augmentation du reste à charge et tout ça, les complémentaires se retrouvent à devoir assumer des dépenses supplémentaires, mais en gros, vous allez ponctionner directement les complémentaires. Et surtout, ça va se répercuter au final sur les actifs, notamment. Exactement. C'est-à-dire que du coup, je crois que déjà dans le budget, il y avait cette cotisation, enfin sur les complémentaires, qui devait représenter de l'ordre de 1 milliard d'euros. Donc les complémentaires sont déjà mis à contribution, et donc il se rajouterait justement cette compensation pour la réforme des retraites, quelques centaines de millions d'euros. Mais à la fin, ça veut dire que le taux de cotisation sur les complémentaires par l'État augmente, et les complémentaires, si elles veulent maintenir leur situation financière, forcément, elles peuvent le répercuter sur leurs assurés. Et donc, à la fin, c'est l'assuré qui risque de voir le prix de sa complémentaire augmenter, c'est sûr. Est-ce que tout ça suffira néanmoins à financer cette suspension? C'est difficile à estimer le coût, mais pourrait y avoir des mauvaises surprises en plus. Oui, il peut toujours y avoir des mauvaises surprises, mais j'allais dire, je souffle, mais c'est presque pas un grain de sable, mais c'est presque pas... Le coût budgétaire, au fond, de 26-27 sur les retraites, il est absorbable. Si la contrepartie de ça, c'est un budget qui permet de réduire le déficit. La question, c'est quel renoncement il peut y avoir, et est-ce que, une fois de plus, on est sur une suspension, juste sur 2 ans, on est une suspension permanente avec des effets qui sont plus lents, ou juste un décalage. Et c'est pas du tout la même chose. C'est absorbable. Le problème, c'est qu'effectivement, de l'opinion, à se dire, en fait, finalement, on peut s'en passer de rallonger, de retarder l'âge de départ légal. Donc, c'est pas forcément pédagogique. Non, c'est pas. Alors, dans la pédagogie, c'est dire, est-ce qu'il vaut mieux pas du tout suspendre et avoir un blocage politique qui arrive à pas de budget et une loi spéciale et de l'incertitude et tout ça, ou dire, il faut peut-être aller enrober un peu tout ça et accepter une suspension pour avoir un budget, mais par contre ça retarde le problème. C'est-à-dire que du coup vous gagnez en fait c'est vous jouez la montre, vous gagnez un peu de temps, mais ça veut dire que dans le débat budgétaire de 2027, ça va cranter une situation assez compliquée sur le financement des retraites. C'est-à-dire qu'on dit, on a gagné du temps, on a adopté un budget, on a réussi à aller jusqu'à 2027, mais maintenant il y a quand même un trou à boucher qui est important, et ce trou il augmente avec le temps en fait. C'est-à-dire que l'idée d'une réforme structurelle, c'est que c'est une montée en charge progressive, et que le gain, il est structurel sur le long terme. Là, forcément, la première année, ça ne fait pas beaucoup, mais au bout de 10 ans, ça fait beaucoup. Et donc, c'est cette question qu'il va falloir poser. Vous avez raison, il y a peut-être un souci de pédagogie en disant, finalement, si ça ne rapporte pas beaucoup, pourquoi on s'embête? Non, mais en fait, ça rapporte beaucoup à l'horizon de 10 ans. Et c'est là la problématique. Mais si en 2027, le trou est plus béant à combler, ça peut inciter aussi une réforme peut-être plus radicale, et notamment... pas uniquement paramétrique, mais intégrer peut-être de la capitalisation en pourcentage uniquement. Ou en tout cas les points aussi, comme ça avait été le cas sur la réforme Macron. On voit que de toute façon, cette question des retraites, elle est centrale dans le débat public. Donc 2027, elle va redevenir centrale, en plus dans un contexte budgétaire qui va être extrêmement fragile. Et donc, on ne va pas pouvoir mettre la poussière sous le tapis, c'est dire comment on va équilibrer ces régimes de retraite, mais il y a aussi la question de la santé, qui est au moins aussi importante, qu'il va falloir poser sur la table, et donc de son financement global. Et donc, c'est à la fin, qui est-ce qui paye, en fait, pour ces régimes-là? Est-ce que c'est les retraités? Est-ce qu'on travaille plus longtemps? Est-ce qu'on augmente les cotisations? Est-ce que c'est salarié? Est-ce que c'est employeur? Est-ce qu'on introduit de la capitalisation? Voilà, ça va être des grands débats, sachant que même avec la réforme des retraites qui montait en charge jusqu'à 2030 et 64 ans, etc., et durée de cotisation, on avait quand même encore un déficit du régime des retraites de l'ordre de 13 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'on va reposer ça sur la table en disant, regardez, on s'est arrêté finalement à 62 ans et 9 mois et une durée de cotisation à 170 trimestres, je crois, au lieu de 172. Mais en fait, le trou à boucher, il n'est même pas de 13, il est de beaucoup plus que ça. Et donc, c'est possible qu'il y ait des mesures un peu plus radicales qui apparaissent dans le débat public. Après, il va falloir les faire accepter, mais c'est clair. Et la capitalisation est un vrai sujet, mais qui ne règle pas le problème à moyen terme, en fait, des retraites. Pourquoi? Parce que, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les actifs payent pour les retraités et des régimes qui existent déjà. Donc, ils ont accumulé des cotisations.
Et donc, il faut financer les régimes actuels. La capitalisation, c'est pour les générations futures. Oui, c'est ça. On peut ça ne change pas le transfert à 2030. Quoi. Oui, évidemment. Oui. Merci beaucoup pour ces explications. Effectivement, on n'a pas fini d'en parler. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Merci à vous. Merci à vous.